Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 46 qui s'est étalé du 10 au 16 novembre. On a toujours un chouille de retard, on va dire, hein. En tout cas, petit rigolo au niveau du timing, j'enregistre cet épisode au moment même où vient de sortir l'épisode de reprise de la semaine 44. C'est hilarant, je pense. Franchement, je vois pas ce qui peut être plus drôle dans la vie que ça, hein. Heu, J'espère que vous, allez bien depuis, quelque temps. Je sais pas combien de temps il y aura d'écart entre cet épisode et le précédent, mais j'espère que vous allez bien depuis quoi qu'il arrive. Moi, depuis le dernier enregistrement qui a eu lieu il y a 2 jours maintenant, je crois, j'ai rien enregistré hier, parce que dès que je sors de chez moi plus qu'1 minute, c'est compliqué de trouver le temps d'enregistrer. C'est une singerie. Alors, je suis juste allé grimper pendant 3 heures, je crois, un truc comme ça. C'est pas tant pour trouver le temps de faire autre chose quand même. Après, j'ai bien grimpé, hein. J'ai réussi des blocs que je pensais pas du tout réussir quand je les ai découverts mardi et jeudi dernier. Mais c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas eu grand chose de plus. C'est en vacances, c'est chez moi. Je bosse un chouille, mais très tranquillement. Sinon, bah, je découvre des trucs, quoi. Donc, bah, je peux pas en parler maintenant, je parlerai dans l'épisode concerné, tout simplement. Je devrais pouvoir en parler maintenant et enregistrer petit à petit, ce qui serait le must niveau timing et niveau gestion du temps de Komorebi, mais on n'en est pas encore là. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler dans cet épisode, qui va être assez dense. On a pas mal de choses dedans. 2 comics et 5 mangas, classiquement les 7 lectures de la semaine. Mais bon, bah, 2 comics, ça va être un peu plus lourd que 5 mangas, et en plus, c'est 5 mangas différents, donc ça va prendre un peu de temps. Mais j'ai également terminé 2 séries cette semaine-là, et vu un film en salle. Donc ça va faire un épisode plutôt chargé, je pense. Chargé! N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu. Bon visionnage! Et oui, déjà une alerte banger qui tombe, et ça sera la seule de la semaine. Il n'y a pas des masses de bonnes notes cette semaine d'ailleurs. Waouh, c'était pas une bonne semaine de découverte, alors qu'elle était bien remplie. Et c'est assez triste de toucher la meilleure cible dès ma première balle, effectivement. Mais en même temps, c'était le comics Wolverine Old Man Logan de l'édition Marvel Must Have. C'était évidemment exceptionnel. C'est très reconnu, Old Man Logan, ça a très bonne presse, et c'est parfaitement justifié. Je trouve que ça sonne très The Walking Dead dans l'idée, au niveau de l'ambiance, du côté un peu western, du fait d'avoir un seul homme très stylé, très brisé pour porter tout le monde vers l'avant et vers le mieux. Ça marche bien parce que The Walking Dead en comics c'est exceptionnel. Très content que mon père faisait la collection et d'avoir pu lui lire. D'avoir pu les prendre pour les lire plutôt, parce que je lui faisais pas la lecture non plus. On a le droit à un vieux Wolverine, c'est la première fois qu'on le voit en aussi mauvaise forme, dira-t-on. Pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il est complètement brisé. Physiquement, il a perdu un peu de capacité, il est plus lent à récupérer quand il se prend des coups, il est moins vif, mais c'est surtout mentalement qu'il est brisé. Qu'ils ont voulu reprendre un petit peu dans Deadpool et Wolverine, maintenant que j'y pense. Sauf que, ben, au lieu d'être dans un mauvais film, c'est dans un bon comics. Du coup, bah, c'est plus intéressant, parce que c'est le même principe. Il a dû, on l'apprend assez tard dans l'histoire, mais il a dû affronter la plupart de ses amis, et même les tuer, parce qu'ils avaient été contrôlés et partis dans une très mauvaise direction. Donc il n'a pas le choix que de tous les arrêter, et est littéralement traumatisé par la puissance et la dangerosité qu'il peut incarner. Refuse donc de se battre à nouveau, alors qu'il est actuellement dans un univers assez dur. Littéralement, la loi du plus fort, en mode Far West, en mode bah, la Terre a plus beaucoup de survivants,
Le peu de ressources qui restent, bah, autant les garder pour toi. Donc quand là-dedans, tu veux ne te battre plus qu'avec l'amour, c'est pas le meilleur moment et c'est compliqué à survivre avec ça. L'aventure est, super prenante, il y a plein de choses qui se passent et qui avancent. On a des gangs, affreux à affronter, qui sont bien construits, qui font des gros obstacles. On a la fille de Hawkeye, qui est le deuxième personnage principal, Hawkeye, pas la fille, et qui est, horrible, la fille. Quelqu'un qui sait pas construire des phrases, POV. Même les décors, même la nature qui est dangereuse et la nature humaine qui est horrible, tout est super pour donner une bonne aventure qui se lit bien, qui s'enchaîne bien, c'est trop cool. Et surtout, bah, c'est une grosse réussite, personnelle. Autant du côté de Wolverine que du côté de Hawkeye, qui sont les 2 héros qu'on suit, qui sont tous les 2 sacrément brisés et prêts à repartir pour le bien, petit à petit, au fur et à mesure de reprendre les découvertes, reprendre le pouls du monde. C'est trop intéressant. Surtout, ce qui m'a fait, le plus plaisir, c'est que j'en ai lu, hein, d'autres comics de cette, édition qui sont, jaugées comme cultes ou hyper importantes pour l'univers Marvel. C'est la première qui est simple, centrée sur, un seul personnage, sa psychologie. Ça fait vraiment du bien parce que, bah, c'est ça qui est intéressant dans les histoires. Les personnages et leur psychologie. L'univers autour permet de rendre ça peut-être un peu moins redondant parfois, mais c'est pas, je trouve, le plus grand de mon plaisir. Et surtout, bah, quand c'est basé, que sur l'amour, que sur, le pardon, dans un univers, aussi dur, les trahisons qui peuvent, arriver, qu'est-ce qu'elles font mal et qu'est-ce qu'elles sont dures. Autant, bah, pour le mental, tu en mode: «Bah, ma confiance et mon amour, c'est la merde, en fait», que, bah, pour ce qui peut t'arriver, emmené dans cette, un magnifique et évident S. Ensuite, j'ai vu la saison 8 de Rick et Morty. Mon visionnage des 8 épisodes s'est étalé du 10 août 2025 11 novembre 2025. Ce qui fait que j'ai vu 8 épisodes sur 3 mois, que j'en parle 2 mois après, alors que c'est une saison que j'avais trouvée déjà plutôt moyenne de base. Yes, on va passer un bon moment. Ouah, ma mini critique est incompréhensible. J'ai fait une phrase par épisode. Déjà, j'ai écrit plus d'humour, c'est trop de saison et trop d'humour. Ou alors plus d'humour, c'est trop de saison et trop d'humour peut-être. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est une saison qui est basée beaucoup sur l'humour et sur pas grand-chose d'autre. Il y a pas trop de points sur le fil rouge, il y a pas trop d'évolution de personnages, il y a pas trop de moments un peu marquants, un peu touchants. C'est vraiment, bah, 8 épisodes un peu stand-alone, un peu rigolo et sans plus. Peut-être que Rick et Morty, aurait mérité moins de saisons que 8 et être plus pertinent tout le long. En plus, c'est pas mon humour préféré, celui de Rick et Morty, je crois, alors qu'il y en ait autant, ça me dérange un petit peu. Mais ouais, je sais pas quoi faire, je vois, je regarde Rick et Morty. Je passe un bon moment, il y a quelques idées de SF sympas par-ci par-là, quelques rêves sympas par-ci par-là, et après, bah, c'est oublié, quoi. Que ça devienne Heu, une sitcom, c'est un peu dommage. Il y a le potentiel d'être un peu plus qu'une sitcom, de pousser un peu plus loin. On a un mini bout dans l'épisode 8, mais c'est pas assez poussé pour une saison entière. On a un épisode avec une horrible vie dans une matrice, un duo avec Space Beth, qu'on a déjà vu, plusieurs fois, un truc dans la citadelle dont on en a marre de voir, un épisode sur Jerry de Pâques. J'aime bien l'épisode de Jerry, ça marche bien. Il est très touchant, comme d'habitude. Un épisode Cri au vaisseau, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un épisode avec les 2 Beth enfants, ça fait plaisir parce que les dynamiques et les sujets autour des 2 Beth sont, très souvent identiques et on a déjà bien vu. Là, les voir toutes les 2 en version enfant, voir à quel point elles peuvent être similaires à la base et avoir changé après, voir à quel point elles sont attachées finalement à leur père, même si elles le cachent, c'est plutôt cool. Un épisode que j'ai trouvé plutôt rigolo sur, la flemme des super-héros, dira-t-on.
Ce qui est un sujet qu'on voit beaucoup, hein, les gens en ont marre des super-héros dans Rick et Morty, les gens en ont marre des super-héros dans, une série Marvel, Wonder Man qui arrive bientôt, les gens en ont marre des super-héros dans la vraie vie. Peut-être que ça va commencer à devenir le nouveau super-héros, ce sujet-là. Mais l'épisode est plutôt cool, ça sent bien de Marvel, de ces trucs en boucle sur faire, survivre ou revenir des personnages, juste parce que les gens les aiment bien. Peut-être que c'est pertinent comme dénonciation. Un épisode avec Jerry dans le multivers. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais bien Jerry et que cet épisode était cool parce qu'il est touchant? Un sur Morty et son fils, et un peu lié au fil rouge, j'ai un peu abusé tout à l'heure, sur Rick qui accepte enfin son passé, qui est prêt à aller de l'avant, à effacer quelques traces qui pouvaient rester et à libérer sa fille. Il y a des bonnes idées hein, tout le long, il y a des moments cool, c'est sympa, mais c'est très souvent facile et pas très poussé. Peut-être que j'attends pas du tout la bonne chose de Rick et Morty, parce que ça fait bien 3-4 saisons où je ressens ça. Peut-être qu'il faudrait juste regarder ça comme un petit divertissement de tranquille. Mais si c'est le cas, il y a pas... Genre, je vais y arriver. Ça se présente comme une série épisodique, t'as 8 épisodes tous les ans et quelques. Donc tu pourrais t'attendre à une vraie série sérielle qui s'enchaîne avec des trucs bien bossés. Et au final, c'est le même format que les Simpsons, qui ont beaucoup plus d'épisodes dans l'année, parce que ben c'est de l'actualité et de l'humour. C'est dans un entre-deux bizarre qui fait que mes attentes elles collent pas du tout à ce qu'on a au final, j'ai l'impression. Voilà. Et malgré les bonnes idées, les trucs que j'ai pu retenir, comme l'épisode de Pâques de Jerry, les de Beth enfant et l'épisode des super-héros notamment, dans l'ensemble c'est pas hyper mémorable et la saison est un poil vaine. Je trouve ça dommage. Après on croise les doigts, il y a toujours de potentiel que ce soit bien, mais potentiel c'est pas suffisant. Donc un B. Ensuite, j'ai lu le comics Captain America blanc. Ça change, hein, du nouveau Captain America qui est pas blanc, lui, hein. Vous couperez celle-là, hein. Oui, du coup, c'est la fin de la quadrilogie des couleurs. C'est deux auteurs qui sont Tim Sale et Jeff Loeb, bien sûr, qui ont pris quatre héros différents, qui les ont liés à une couleur pour raconter leur origine, leur tout début en tant que héros, en les centrant surtout avec leur relation amoureuse. Du moins, c'était ça jusqu'ici, parce que Captain America n'a pas d'amour pour le coup, mais plutôt une amitié slash fraternité gigantesque de soldats bien établis à élèves nouvelles recrues, avec son fameux Bucky Barnes. Malheureusement, ce n'est pas passionnant du tout, et c'est largement celui que j'aime le moins. On a un conflit constant avec Nick Fury. C'est rigolo quand on connaît le futur des deux personnages, de les voir autant en conflit sur les idées et sur l'utilité d'avoir un Captain America. On a un gros sujet sur la difficulté de porter sa propre image quand on est Captain America et qu'à l'intérieur on n'est qu'un petit homme fragile. Ça fait quand même un gros écart et c'est pas forcément évident à gérer. Le tout en acceptant l'amitié de Bucky, sans le frustrer, en lui donnant assez d'importance et de pouvoir, en l'aidant à s'améliorer, en lui trouvant sa propre identité. C'est pas évident à gérer. Sympa de voir le personnage venir en France et être lié à la Révolution française. Ça change des sujets que les comics américains peuvent traiter. Évidemment, faut que ça finisse en histoire d'amour à la con qui sort de nulle part, avec une résistante qui traînait par là. Et on a le fameux coup de ils sont en conflit tout le long et à la fin, hop, la quiche dans le four, tu vois. Et finalement, j'ai trouvé ce volume-là pas très beau. Les précédents, j'aimais bien le style. Là, pas du tout, et c'est dommage. Et surtout, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'aime bien le contexte, j'aime bien qu'il aide à faire avancer Bucky, et c'est tout. Je trouve que c'est assez vide et qu'il n'y a pas non plus énormément de propos sur les débuts de Captain America. Ce qui est dommage, comme c'est censé être la promesse du volume. C'est largement celui que j'aime le moins des quatre. J'ai trouvé que c'était super lisse.
Et blanc. Parce que c'est Captain America blanc. Là, j'ai trouvé. Comme cette liste est un peu vide et tout, c'est blanc. Ouais, bon, du coup, c'est juste un C, hein. Ensuite, j'ai vu Insaisissable 3 au cinéma. Ça me faisait furieusement envie. Il me semble bien que j'avais découvert le 2 au cinéma avec ma sœur, parce qu'elle avait vu le 1, avait beaucoup aimé, voulait me le présenter, la série. J'avais trouvé le 2 trop intéressant. J'ai rattrapé le 1, somme toute récemment, mais ça fait un petit moment maintenant. Et voilà enfin le retour de la série. À la première bande-annonce, j'étais très heureux et très content de retrouver la petite bande. Et au final, j'ai passé un bon moment. Peut-être beaucoup de redites, peut-être complètement con, mais bon, bah, c'est ce que j'aime dans la série. Elle m'a déjà saisi depuis un petit moment. Je prends, encore une fois. C'est juste cool. Je trouve ça cool et ça marche. Euh, les quelques soucis que j'ai, c'est qu'au lieu d'être 4 plus 2 mentors, ils sont 4 plus 4 plus 2 mentors. Ce qui fait que c'est beaucoup trop et qu'ils ne sont pas existants du tout. Les 3 nouveaux, il y en a 2 qui ont pas grand-chose pour exister et pour eux. Pas spécialement de grandes particularités magiques, ni de lien avec l'intrigue principale. Alors que le troisième a au moins ça pour lui, plus le fait d'aimer rester en coulisses, qui change un peu des autres personnages qui sont grandiloquents. Ah bah justement, c'est ce que je disais. Il y a aucun lien avec eux jusqu'à l'explication finale. Parce qu'il y a une dame qui est riche et qui veut faire n'importe quoi avec ses richesses, et hop, ils veulent la démanteler et la voler, tu vois. Basé sur rien, il n'y a pas de lien avec eux, il n'y a pas de vengeance, ils veulent juste le faire. Il y a que un d'eux qui est lié, on l'apprend à la toute fin, et c'est lui qui ramène tout le monde dedans. Mais, bah, ça manque d'enjeu pour les personnages, malheureusement. Autre truc qui m'a perturbé, je trouve qu'il y a une trop grosse séparation entre la bagarre contre les méchants et la magie. En même temps, ils sont face à des policiers municipaux ou à des gardes d'une femme très riche, et ils se battent en faisant des tours de magie, juste ils attrapent leurs bras dans leurs vêtements pour les coincer, ils leur passent les menottes, ils se tirent des menottes. C'est que des mini trucs à la con, mais ça a pas grand rapport avec la magie quand il y a de la baston. Ensuite, c'est des sortes d'énigmes magiques, mais les rares fois où il y a des tours de magie, c'est juste entre les 8 pour s'impressionner les uns les autres, voir à quel point ils ont évolué quand ils sont dans le groupe de base, voir à quel point ils sont plus forts que l'autre groupe. C'est dommage de découper ça comme ça. On a un membre de l'équipe qui décède. Ça arrive à brûle pour point, c'était vraiment pas nécessaire et ça motive pas plus que ça les autres personnages. C'est à ce moment-là, techniquement, qu'ils ont quelque chose de personnel à faire dans l'histoire. Du coup, vu qu'ils perdent quelqu'un. Disparition totale du personnage de Mark Ruffalo, qui était plutôt important jusqu'ici. Vu qu'il avait un plot twist dans le 1 et une histoire personnelle dans le 2. Là, il est pas présent, sauf pour faire un truc à la Avengers à la fin. Il arrive en hologramme en disant « Eh, les autres aventures, tenez-vous bien hein !» Et non, c'est pas ça qu'on veut. Je trouve également que le final est malheureusement trop proche de celui du précédent, en faisant croire aux méchants que son plan fonctionne à la perfection, mais en fait c'est pas vraiment le véhicule qu'il avait prévu, mais une fausseté. Donc après il se dévoile parce qu'il se pensait être protégé de son plan, mais pas du tout, il est devant tout le monde. Logique qu'il fasse comme ça pour faire tomber des gens qui se basent tous sur leur image, mais du coup c'est le même final, à peu de choses près. J'ai écrit prêt à mourir le groupe. Parce que oui, celui qui ramène tout le monde dans l'intrigue, il a certes tout prévu pour enfin faire tomber son ennemi, mais ça fait qu'à un moment, il a laissé vraiment littéralement 5 membres de l'équipe, sur 8 en le comptant, dans un truc où c'était sûr de mourir. Ils s'en sont sortis à la dernière seconde par eux-mêmes, par un coup du hasard, tu vois. Donc sans plan parfait, c'est un peu audacieux de sacrifier autant de monde d'un coup. Et pourtant, ben, malgré tous ces points que je trouve dommages ou cons, j'ai passé un super moment.
je suis client, j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça cool, même si c'est bébête, ben, ça fonctionne bien. Et ça finit avec un A. Ensuite, j'ai lu Psychologie des foules de la collection Cours au savoir. Parce qu'évidemment, j'ai un côté un peu particulier qui est de vouloir compléter à 100% ma collection de mangas, de tout ce que j'ai pu commencer par-ci par-là, même des trucs en différentes parties. Pour ça que là, je me retrouve, pour terminer, à compléter les chefs de Lovecraft avec les tomes précédents qui sont donc indépendants mais que j'avais pas, et idem pour Kurosawa. Mais bon, on approche de la fin de la collection dans les semaines qui a là, qui traînent. J'ai tout terminé. Je suis à jour dans Kurosawa, je suis à jour dans Chef de Lovecraft. Actuellement, on a commencé le rattrapage de Golden Wind. J'ai abandonné le fait de le trouver d'occasion en violet, comme tous les autres. J'ai même trouvé la saison 6 comme ça. La 5, c'est impossible. Et après, j'ai fait le tour des magasins. Il est en blanc, il est en blanc, il est en blanc, il est en blanc. Alors que le changement de couleur a eu lieu en 2020, au moins, si je ne m'abuse. Peut-être qu'il y avait un peu trop de stock. Mais c'est pas du tout le sujet là. Est-ce que je gagne du temps pour peut-être parler de quelque chose de mauvais? Oui. Alors, la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Premier point, arrêtez d'utiliser la Révolution française pour expliquer chacun de vos sujets. Le nombre de Kurosawa qui se passe à cette époque, c'est inquiétant. Et surtout, mon plus gros problème, parce que ça cache un peu le principe, je n'ai rien compris. Rien compris aux propos de ce bon Gustave. Gustave le bon, ce bon Gustave. Sur les foules. Mais genre, rien compris. Oui, c'est factuel, il le montre bien. Le tiers-état se rassemble parce qu'ils sont en difficulté, donc ils ont besoin de se soutenir parce que personne d'autre les aidera. Sinon, il l'a démontré et c'est factuel. Le tiers-état arrive à reprendre un peu de pouvoir grâce aux états généraux et à quelques alliés installés par-ci par-là à une meilleure position. Oui, il le démontre et c'est factuel. Le tiers-état va beaucoup trop loin quand ils ont récupéré un peu de pouvoir en punissant tout le monde et n'importe qui par rapport à n'importe quel sujet. Tu nous as aidés, mais là, t'es un peu question sur la méthode. Hop, tu dégages. À quel moment ça parle des foules? Ouais, pas si le propos des foules c'est ouais, quand on apparaît, c'est mieux être ensemble. Mais après, quand on est au pouvoir, peu importe qui est, la foule elle fait n'importe quoi. Soit je suis pas spécialement passionné par le propos de Gustave Le Bon, soit c'est pas très bien retranscrit. Pardon. Voilà, au final, c'est juste une histoire un peu dégueu. Pendant la Révolution française. Mais on a déjà vu 1 milliard de cours savoir qui se passait à cette période-là, et qui était un peu plus pertinent niveau idées psychologiques derrière. Et en plus de ça, cette histoire-là est encadrée par une discussion qui se passe en 1989 pour une exposition universelle, si je ne m'abuse, euh, qui apporte pas grand-chose. Je pense que sans introduire et conclure le sujet par cette discussion, ça a marché tout aussi bien, et ça changeait pas grand-chose. Alors, je sais pas comment on peut se retrouver avec un C et pas avec un D avec tout ce que je viens de dire, mais je me fais confiance, hein. Ensuite, j'ai vu la troisième et dernière saison d'Alice in Borderland. J'ai jamais particulièrement été fan des deux premières. Elles se regardaient bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Mais retourner dans cet univers quasiment 3 ans après, c'était compliqué. Hormis les deux personnages principaux, je connaissais personne. Mais en même temps, hormis eux, c'est que des nouveaux dans cette saison-là. Ce qui est dommage pour une saison conclusive, mais normal, vu que le point de départ est dans le monde réel, une fois qu'ils sont tous sortis du jeu. J'ai enchaîné les 6 épisodes entre le 11 et le 12 novembre, ce qui est plutôt impressionnant pour moi. Je regarde normalement assez peu d'un coup, ce qui fait que j'ai regardé 6 heures en 2 jours. C'est 1 heure les épisodes de Alice. Et on se retrouve avec seulement 6
épisodes pour représenter les personnages, les faire retourner dans le monde du jeu, les faire participer à plusieurs jeux et en finir avec le Joker. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est peut-être un peu trop chargé comme programme pour 6 épisodes. D'autant plus que, oh tiens, les 2 saisons précédentes en faisaient 8. Peut-être que cette saison aurait pu en faire 8 aussi. Histoire qu'on ait les personnages vivants. Tout d'abord, on a donc Usagi qui replonge un petit peu au pif dans Borderland. Oui, on lui parle de son père, oui, elle est traumatisée, mais bon, bah, elle est heureuse, elle est enceinte. Peut-être que, comme premier réflexe, plonger à nouveau dans Borderland, c'était pas le plus malin. Et donc, ben, Harisu veut la sauver et la poursuit partout, parce qu'il est trop fort. C'est vraiment une Marisu, ce Harisu. Le problème, c'est que, hormis ces deux personnages, qui sont basés que sur ça, hein, Usagi qui va pas bien, qui se fonce de plus en plus loin dans Borderland, et Harisu qui va bien et qui fait tout pour la poursuivre et la retrouver, les autres personnages sont inexistants. Ils arrivent tous dès le premier jeu, entassés dans un groupe gigantesque, ils disparaissent petit à petit en fonction des jeux. Le problème, c'est que ben, ils ont pas vraiment de moments marquants, ils ont pas le temps de vivre vraiment, et surtout, ils sont pas aidés par les jeux dans lesquels ils apparaissent, qui mettent vraiment rien en valeur. À la limite, je peux compter le médecin en plus, qui est du coup très lié à Usagi, et qui est un peu plus gris. Il emmène les gens dans la mauvaise direction, mais pour des bonnes raisons. On va dire que lui, c'est... Il y a beaucoup de moments hyper abusés, et sur les difficultés, et sur les résolutions, et sur les retrouvailles, et sur les éloignements. Il faut toujours que tout tombe parfaitement au bon moment, au bon endroit. C'est pas passionnant à suivre. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est pas aidé par les jeux. Je les trouve bien chiants, bien longs, pas clairs du tout, et surtout, le pire, ils sont pas intéressants à réfléchir en dehors des règles pour les casser, comme Alice aime bien le faire. Et c'est le cas pour aucun d'eux. Et surtout, pour la fin, une fois qu'ils sortent du dernier jeu et qu'ils ont donc détruit la carte Joker, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a tout qui s'écroule, il y a des dangers physiques dans tous les sens, il y a des dangers à cause de la personnification du Joker, qui est plutôt dangereuse. T'as une discussion avec Dieu, tout simplement, parce que bon, bah, Arisu, il mérite bien ça quand même, comme récompense pour avoir poursuivi sa femme partout. J'ai passé un mauvais moment, j'aurais pu me passer largement cette saison, ça manquait peut-être, soit d'anciens personnages qui pourraient replonger, histoire d'avoir une petite psychologie en plus, soit de temps pour que les personnages soient attachants, soit faire des bons jeux, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai trouvé mon fun dans absolument rien du tout, malheureusement. Donc, Alice in Borderland, c'est ciao. Compte pas sur moi pour te visionner à quelques moments que ce soit. D, évidemment. Ensuite, j'ai lu Amour, Luxe et Capitalisme, toujours dans la collection Cours au savoir. Donc, qui présente la réflexion de Werner Sombart sur l'amour, sur le luxe et sur le capitalisme, comme l'indique subtilement le titre. Et c'est trop bien. On a encore plus la même chose que tout à l'heure. C'est encore la Révolution française, bien évidemment. Et c'est encore plus incompréhensible. Yeah, on kiffe trop choper des idées psychologiques au niveau de la Révolution française. Le monde n'a pas évolué depuis, ça fait trop plaisir de récupérer plein d'idées comme ça qui viennent de là et qui sont mal expliquées ou pas intéressantes de base. Ouais, le kiff. Alors, simplement, l'amour et le luxe viennent de chez les nobles. Ça permet de créer le capitalisme pour créer soit énormément, et créer donc le luxe par le nombre, soit créer exceptionnellement, et créer le luxe par le fait d'avoir un objet unique, stylé et bien travaillé. Ce qui a mené à dépenser plein d'argent, à acheter dans tous les sens pour pouvoir acheter l'amour en même temps. Sauf que ben, c'est pas comme ça que ça marche. Non, je pense que c'est comme un défaut. Et en plus de ça, ça permet d'apporter une victoire et une position de force pour les femmes.
Parce que oui, en face, heu, tu l'amour et le luxe dans tous les sens, donc ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent et c'est un peu elles qui font varier le marché, dira-t-on. Donc elles sont en position de force et ça leur donne un peu de pouvoir, ce qui est cool. Mais bon, si c'est, ça le seul point positif, de tout ce qui se passe avec le capitalisme, peut-être que c'est pas grand-chose. Ça pousse à une réflexion pour pouvoir, vomir du luxe en continu, pour pouvoir récupérer du vomi de richesse en continu. C'est les mots, de Werner, hein, moi j'y peux rien, il parle de vomi de richesse, voilà et tout ça, c'est créé la révolution industrielle et la révolution française et du coup, c'est turbo chiant. Parce que lier comme ça ces 3 sujets, c'est très bizarre. Luxe et capitalisme, oui, ça en fait partie évidemment. Ajouter l'amour là-dedans, c'est étonnant et c'est pas intéressant. J'ai encore une fois pas passé un bon moment et pas appris, grand-chose. Et en plus de ça, bordel de merde, laissez-nous tranquille avec cette révolution française. On n'en peut plus. C'est je sais toujours pas pourquoi c'est pas un D, alors que je donne pas un seul point positif. Je suis fada, moi. Allez, on tient le bon bout. 8ème œuvre sur 10, c'est parti. Ensuite, j'ai lu A Couple of Cuckoos volume 23. C'est toujours pas très bon, mais ce n'est pas horrible. Que demander de plus? C'est peut-être pas beaucoup demandé là. Genre vraiment pas. On a encore un volume entier centré sur cet arc des hôtels. Alors, on est dans une histoire d'amour avec un mec qui hésite entre 4 petites dames. Et on a 2 volumes qui sont centrés sur une guerre entre des hôtels. Alors évidemment, ça sert quand même à faire avancer les personnages un petit peu, mais au rythme de Couple of Cuckoos. Le volume précédent se terminait sur un cliffhanger centré sur Soke, donc le frère du personnage principal. Il y a évidemment rien avec lui dans ce volume, et évidemment, c'est toujours comme ça que ça marche. Ils aiment bien genre faire traîner tout le long, te dire «Oh regarde ce qui va se passer de dingue dans le volume précédent, on lit la suite hein!» Et après il se passe toujours rien. Ça fait un petit moment qu'ils font ça et c'est relou. Il y a des trucs que j'aime bien dans ce volume. Là, l'hôtel où ils sont accueille une star et notre personnage principal, dont je n'ai plus aucun souvenir du nom actuellement, la traite comme si c'était une personne normale, avec respect et humanité évidemment, mais sans mesures spécifiques, sans distance supplémentaire, en la traitant comme une personne normale qui peut vivre, aider et interagir de manière normale. Et évidemment, bah, comme c'est jamais le cas, ça marche sur elle, et c'est très cool. Notre personnage reçoit donc des grosses félicitations de la part de son mentor dans l'hôtel, qui voit maintenant un meilleur avenir pour l'entreprise familiale, qu'il voyait compliqué avec la fin du père déjà, ou avec Soke. Là, c'est avec celui-là, ça va. Voilà, donc un peu de truc cool sur la maturité qu'a pris le personnage principal. Un peu de trucs cool sur Erika, qui a peur de rester derrière, parce qu'elle voit tout le monde dans la bande faire des efforts, évoluer et prendre en maturité. Umino, pendant ce temps-là, qui est bien seule, qui est contente de l'évolution du personnage principal, et qui veut réessayer. Ouais, on tourne en rond, on tourne en rond. Ils s'étaient rivaux, ils sont tombés amoureux, ils sont sortis ensemble. Elle a dit, mais non, tu dégages. Et là, elle veut le reprendre. Wouh! Derrière, les deux personnages principaux arrivent à la majorité, très tranquillement, malgré une rencontre familiale complète, ça se passe plutôt bien, et ils sont de retour sur leur lieu de rencontre, comme on le voit sur la couverture. Ce qui donne au final, résumé comme ça, et même à la lecture, un tome super vide. J'ai bien aimé le mini bout de maturité qu'a pris le personnage principal, et le fait qu'Erika se terrifie de rester derrière, mais pour un volume entier, il y a pas grand chose. En même temps, 4 essentiels quintuplets, c'était 14 volumes, et c'est déjà un peu long. Là, on en est à 23, et ça n'a pas avancé. Peut-être qu'il s'agirait de changer de rythme. Ça contredirait la chanson de Mary Poppins, mais ça permettrait d'avancer au moins. Ensuite, j'ai lu le volume 6 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 9, The JoJo Lands.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jojo. Parce qu'on en a parlé récemment. C'est hilarant en fait. Peut-être que ça fait un chouï trop longtemps pour le volume 5. Peut-être que j'ai eu le temps de lire toute la partie 4 entre temps. Et que ça m'a un petit peu décalé, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est pas trop mal, mais que j'ai pas plus kiffé que ça. Notre petite bande de joyeux voleurs prépare la suite de leur plan en se servant de Lulu et en la menaçant, ce qui est plutôt dur puisque ça reste une petite fille, mais elle fait partie d'un gang et qu'elle est solide, elle a perdu un proche, elle se fait menacer par plein de petits gosses, c'est peut-être un peu dur. Peut-être que Araki aime bien faire souffrir les enfants, on sait pas. On retrouve donc Howler, ce qui ressemble le plus au grand méchant pour l'instant, être acculé par le peuple qui commence un peu à voir clair sur ses secrets et la façon dont il est devenu riche. Mais il a 3 nouveaux alliés terrifiants physiquement et sans doute aussi au niveau de leur stand, qui sont bien placés, qui ont une bonne image et qui vont pouvoir l'aider. Comme ça serait genre un truc du genre avocat, pompier et policier, tu vois. Je sais plus quels métiers sont exactement, mais c'est un truc comme ça. Et ses alliés trouvent assez rapidement une piste pour retrouver notre petite bande, parce que Paco est dans l'historique de Bobby, le premier gangster qu'ils ont affronté et tué. Ce qui laisse des traces et va les faire remonter jusqu'à leur école. Ce qui fait que Meryl May, leur chef, se retrouve face à 2 de ses alliés. J'aime bien à quel point elle est impassible et résiste bien à la pression et à l'impeur. Elle est très cool pour ça. On a le droit à un petit flashback de Paco également. Je sais plus ce qu'il raconte, je sais plus s'il était bien, mais on va dire que oui. Et à côté de ça, ils sont 3 à infiltrer le yacht. Jodio, Dragona et Charming Man. Pendant que Paco et Usagi vont essayer de sauver leur chef, Meryl. Ils sont 3 à affronter le yacht directement pour pouvoir confronter Howler en face à face. On a un flashback justement sur Howler et sa famille. Les explications de pourquoi ils sont méchants, de qu'est-ce qu'ils ont avec leur argent. Des bains de roche qu'ils ont pris plusieurs fois, histoire d'attirer la chance et la fortune. On a la roche volcanique qui commence à s'effriter et à mettre tout le monde en danger. La roche qui est cachée et qui fait donc peur et faire plein d'erreurs à Howler. C'est hyper dense. On a d'un côté une grosse pression mentale exercée sur Howler pour essayer de le piéger, de le faire tomber, de lui récupérer des trucs. Mais en étant face à face, donc chaque groupe peut avoir un peu peur, même si Howler il se chie terriblement dessus, et c'est cool de voir un antagoniste subir à ce point. Va falloir qu'il se réveille un moment, ça va être un peu marquant, mais c'est rigolo, c'est le point de départ, c'est de le faire souffrir autant. Et en face de ça, on a une course contre la montre pour essayer de sauver leur chef, qui se fait avoir à cause d'un indice laissé en plan de manière un peu naze. Volume très dense, ça enchaîne bien. C'est très cool ce que ça raconte, mais c'est pourtant juste une petite étape un peu classique dans le plan global, ce qui fait qu'on se retrouve avec un simple B. Et enfin, on termine cette semaine. J'ai lu le volume 5 de Sanda. Le volume se passe quasiment sur un festival estival au niveau de l'école. Notre Monsieur Père Noël a le droit à un combat face au tueur de gosses qu'il a découvert à la fin du volume précédent. Et c'est assez intéressant de voir ça. Au tueur de gosses. Non, au gosse tueur plutôt du coup. Gosse tueur! Et c'est d'être face à des enfants qui ne croient plus en rien, qui sont prêts à tout pour tuer, et que lui peut pas vraiment affronter directement parce que c'est le Père Noël littéralement. Donc on a le droit à des combats à base de câlins, à base de transformation en étant petit et contrôle de soi-même pour pouvoir passer de grand à petit pour pouvoir frapper, mais en restant grand pour pouvoir se protéger. C'est trop intéressant. Tout ça pour pouvoir sauver ces enfants qui s'enfoncent de plus en plus loin dans leurs problèmes et leurs erreurs. Derrière ça, notre Père Noël enchaîne directement son combat
contre le directeur. Il dévoile un peu les secrets du directeur et s'attire donc la foudre de celui-ci, qui joue beaucoup sur son image et qui ne veut pas trop qu'elle soit brisée devant les enfants. Notre Père Noël s'est frappé où ça fait mal, même s'il ne gagne pas spécialement le combat, il n'est pas encore prêt. Il sait mieux comment l'affronter et l'affaiblir techniquement. Derrière, on a un moment extrêmement mignon. Fuyumura, notre personnage principal féminin, et Ono, son ami qui avait disparu, font leur déclaration, s'expliquent un peu sur ce qui s'est passé plus tôt et sur l'avancée en maturité de Ono, mais ça se termine super mal, comme si le corps des enfants n'était plus prêt à évoluer, parce que leur mental ne l'est plus du tout, principalement. Ce qui fait que Fuyumura devient sacrément sombre. Elle avait perdu de vue son amie, elle l'a retrouvée, elle l'a mal comprise, elle a fait l'effort de la comprendre, elles se sont dévoilées, et derrière, il n'y a plus rien. C'est effectivement un peu dur et très intéressant à lire. Notre petit Père Noël essaye quand même d'être là pour elle, même si elle le refuse pour l'instant. C'est un volume qui va assez vite, parce qu'il y a littéralement 3 grosses parties, qui vont pas très loin, mais qui est bien rythmé et qui pousse assez loin et assez intelligemment son propos sur les gosses tueurs et comment est traité quand on est le Père Noël, le directeur qui veut toujours se cacher, la difficulté de la maturité qui arrive d'un coup et qui n'est pas souhaitée. C'est trop cool. C'est étonnamment, en plus, alors que c'est hyper difficile à lire, niveau dureté des sujets, chargé en bon moment. C'est étonnant, mais je prends. Ça fait plaisir d'avoir des lectures positives. Donc c'est un joli A. Et hop là, troisième épisode enregistré pendant ces vacances. On est toujours à la traîne, parce que pendant les vacances, on a déjà 2 de base qui auraient dû sortir. Donc on n'a pas rattrapé tant que ça. Mais techniquement, il nous reste encore jusqu'à demain soir pour essayer de courser un peu. On verra bien. J'aimerais bien en faire un de plus, c'est jouable, et je pense qu'avec mon rythme actuel, ce sera ok. J'aimerais bien en faire 2. On verra bien. Et surtout, on verra bien le rythme, comment il ira la semaine prochaine avec la reprise du boulot, si je pourrais tenir un peu la suite. Mais bon, on verra bien, ça prend même pour. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, si vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve minimum dimanche prochain à 15h pour un prochain épisode. Peut-être avant, en fonction de mon rythme de travail et de rattrapage. On verra bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt!